Bonjour, mon nom est Jules Van Horn et mes pronoms sont elle et je suis directrice ici à Food Alimentation pour tous, New Brunswick et je me joins à vous des terres ancestrales de Mi'kmaq ou la terre sur laquelle la nourriture, l'aliment pour tous fait son travail tout en respectant les territoires non cédés traditionnels des Willisca, les Mi'kmaq et les Passamaquoddy. Et aujourd'hui, nous sommes à l'épisode numéro 7. C'est quoi l'alimentation? C'est donc notre série de webinaires. C'est quoi l'alimentation? En fait, ces webinaires visent à nous guider à travers les différents systèmes, les langues de systèmes, à connaître les nuances sur les systèmes alimentaires et les concepts. Donc, il existe plusieurs termes, sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et ainsi de suite. Et c'est quoi l'alimentation? Alors, c'est là, c'est le lieu où nous allons discuter tous ces points et approfondir nos connaissances tous ensemble. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous avons, euh, nous, cela veut dire que la sécurité alimentaire dans le contexte de l'éducation, l'institution postsecondaire et les institutions connexes. Nous allons commencer par deux présentations aujourd'hui de nos invités et nous aurons un peu de temps vers la fin pour des questions. Donc, prenez note des idées qui peuvent intervenir ou des questions qui vous taraudent l'esprit et vous pouvez toujours les poser à nos panélistes à la fin de la section. Très bien. Alors, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet et je vais partager un peu l'histoire de nos présentateurs. Alors, nous avons le grand honneur d'avoir Marie Sanders Maynard, qui est la gestionnaire de l'impact social avec Maple Leaf Center pour la sécurité alimentaire. Et en fait, elle se joint avec nous car elle est dans congé maternité. Et, et nous avons Raymond Blanchard, qui est chercheur, responsable chercheur projet à la FECUM. Donc, nous espérons également deux autres intervenants. euh, Mount Allison. Malheureusement, ils ont eu à annuler. Donc, nous allons poster le lien sur la boîte de discussion qui porte certains des accès alimentaires et le travail sur la sécurité alimentaire qui se fait à l'université de Allison Mount. Il ne s'agit pas seulement de programmes alimentaires au sein du campus, mais également la sécurité alimentaire. Sur ce, il nous tarde d'apprendre Marine en premier lieu et puis Raymond. Alors, Marine, la parole est à vous. Très bien, merci beaucoup Gilles et Maïna et toute l'équipe à Aliments pour tous d'avoir donné de l'espace pour ce sujet tellement important qui, je pense, pas beaucoup de personnes y pensent quand on parle de l'insécurité alimentaire et de la faim au Canada. Alors, mon nom est Marraine, comme vous avez entendu, je suis actuellement en congé de maternité, mais quand je ne m'occupe pas d'un bébé, je travaille avec le Centre sur la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, je vais vraiment parler de la recherche master que j'ai conduite en fait en 2015 et 2016. Et ça fait un peu très longtemps, je dois dire, mais malheureusement, beaucoup de ce travail est toujours pertinent aujourd'hui. Pourquoi? À cause du problème de l'insécurité alimentaire au sein de l'université et des collèges de la population d'étudiants au Canada. Et je vais parler également du travail que je fais pour l'échange d'aliments. C'est une organisation nationale caritative qui n'existe plus malheureusement. Cette organisation mettait en lumière le problème de l'insécurité alimentaire parmi les étudiants au secondaire au Canada. Donc, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet très rapidement. Une vue d'ensemble. De quoi allons-nous parler? Pas pour trop pas sur les méthodes et les mesures. Moi, je pense qu'il est très important qu'on puisse prendre un moment pour mieux comprendre c'est quoi mesurer l'insécurité alimentaire parmi les étudiants et à quoi ça ressemble au Canada. Le type d'étudiants qui ont ce type d'insécurité alimentaire, un peu plus sur la dynamique, les vecteurs, ce qui sous-tendent ce problème, mais également le plaidoyer et les solutions pour aborder ce sujet qui se font au Canada et dont je suis au courant, et certains des éléments qui doivent se faire pour
pour cela. Alors, je ne vais pas trop passer de temps. J'ai l'impression que ce groupe est hautement au courant et a des connaissances sur les différents niveaux de l'insécurité alimentaire et comment on peut les définir. Juste pour être à la même enseigne, quand je parle d'insécurité des foyers, alors je fais référence à la capacité à assurer des alimentations, que ce soit dans la quantité et de la qualité, à cause d'un manque de ressources financières. Comme vous le devez tous le savoir, c'est comme ça que nous approchons et nous définissons la sécurité alimentaire au Canada, au niveau national, au Canada. Et cette condition n'est pas dirigée notamment par le revenu, mais également par les ressources financières. Ceux qui ont cette insécurité alimentaire n'ont pas d'argent pour s'alimenter, n'arrivent pas à conserver cette alimentation et même passer un bout de temps sans avoir cette alimentation, ce qui est l'insécurité alimentaire la plus sévère. Alors, c'est assez différent de l'insécurité alimentaire, que de la sécurité alimentaire, qui est un sujet qui est nettement plus large. C'est l'accès à tout le monde à l'alimentation dont ils ont besoin. Là, j'aimerais attirer votre attention sur les concepts de la souveraineté alimentaire et la justice. On y parle notamment pour pas dans le contexte, dont on ne parle pas beaucoup au sein de la population d'étudiants non secondaires. Euh, Au Canada, nous voyons beaucoup de conversations sur la souveraineté alimentaire à l'égard des communautés autochtones et à l'accès à la terre, mais également parmi nos communautés au Canada, la communauté noire. Là, vous avez ici le cercle de conseil de souveraineté alimentaire des communautés noires à Toronto, qui font un travail ici à Toronto où je vis actuellement pour connaître et travailler sur la souveraineté alimentaire en ville. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui, oui, diapo suivante, nous allons nous concentrer sur l'insécurité alimentaire pour les étudiants en secondaire qui n'ont pas un accès adéquat financier aux aliments. Ils sont en train de terminer leurs études à l'école. Diapo suivante. Quand on parle de mesurer l'insécurité alimentaire chez les étudiants au Canada, on utilise les mêmes mesures que nous utilisons parmi la population générale, qui est le module de sondage de sécurité alimentaire des foyers. Et j'en suis sûre que nous avons déjà discuté, Madame Dr Valérie Tarassak vous a donné plus de détails. Cet outil cet outil de sondage avec 18 pièces est administré pour les foyers et c'est un sondage national et catégorise les foyers à trois niveaux d'insécurité alimentaire. Et le quatrième, c'est vraiment la sécurité alimentaire. C'est ce que nous étudions pour mesurer parmi les étudiants. Mais il existe plusieurs défis et dont je vais en parler dans les diapos suivantes. Alors, l'échange des repas caritatifs national était l'une des premières organisations qui recherchait la sécurité alimentaire parmi les universités et les collèges. Cela a été suivi par plusieurs travaux en Acadie, mais également dans les universités de la côte Est et dans les foyers. Si vous avez l'habitude de vous poser si vous êtes posé la question sur les foyers, mais maintenant vous pouvez poser la question à des étudiants qui vivent avec d'autres personnes. En 2016, le sondage a été fait sur 5 campus canadiens. Ils ont utilisé une version modifiée de cet sondage. Et ce qu'ils ont pu découvrir, c'est que 2 sur 5 des étudiants vivaient des niveaux d'insécurité modérés à irréels au cours des 12 derniers mois. La majorité était à l'université de Dalhousie, qui est sur la côte ouest. Et depuis, plusieurs universités et collèges ont conduit leur propre sondage sur l'insécurité alimentaire et ils ont utilisé les mêmes méthodes à travers ces échanges. Néanmoins, je pense qu'il est très important de dire que, vu aux limites, à cause des différentes limites existantes dans ces écoles, il existe un échantillonnage pas très clair, hein. Par exemple, on demande à ceux qui vont à la banque alimentaire de remplir le sondage. Mais c'est pas représentatif parce qu'il y a certains qui ne vont pas dans ces banques alimentaires. Mais c'est un point de départ, néanmoins. Ce que nous voyons, c'est que ces chiffres sont importants.
Donc, bien sûr, la sécurité alimentaire parmi les étudiants, en 2006, le sondage a été à 39%. Nous avons trouvé, entre autres, après cela, plusieurs méthodes et des données meilleures. Donc, il y a d'autres sources que je vais noter. La première est un sondage qui a été conduit par Dr. Valérie Tarasak, qui utilise un sondage de Revenu Canada, qui est un sondage national, et ils ont pu voir les personnes qui pouvaient s'identifier comme des étudiants à temps partiel ou à temps plein. Et ils ont trouvé que 15% de ces étudiants avaient 15% de ces étudiants étaient postsecondaires et 16% étaient à temps partiel et avaient une insécurité alimentaire au cours de ces 12 derniers mois comparé aux personnes non étudiantes. Donc, nous avons des taux tout à fait différents qui ressortent de ce sondage national. Très récemment, il est important de noter que jusqu'à la fin en 2022, à la fin de la pandémie, nous avons une évaluation de National College Health Assessment, qui est un sondage américain qui essaie de voir la santé des étudiants et leur bien-être à travers les collèges et les universités. Et au printemps 2022-16, campus postsecondaire canadiens ont suivi ce sondage pour voir l'évaluation de la santé au niveau national. Et ils ont pris des études, à peu près 11 000 étudiants. Ils ont trouvé que la moitié des étudiants avaient une insécurité alimentaire assez importante. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Il existe des chiffres assez différents. Bien sûr, les estimants changent et les méthodes sont différentes. Mais ce qu'on peut dire, en fait, c'est qu'il y a une proportion d'étudiants au Canada qui vivent l'insécurité alimentaire à un certain moment, que ce soit à l'école. Et cela est plus important que la proportion que nous voyons parmi la population générale, du moins en matière en matière d'insécurité alimentaire. Une autre également caveat qu'il faut prendre en considération et qui pourrait être étudiée à l'avenir, il est important de se poser la question, est-ce que les outils que nous utilisons, est-ce qu'il est approprié de poser les questions, est-ce qu'il y a des modifications que nous devons faire à cet outil et qui devraient nous donner des données assez perspicaces et assez intéressantes. Peut-être vivre dans un foyer avec d'autres étudiants, c'est assez différent par rapport à une expérience pour des gens qui vivent avec leurs parents. On peut poser des questions de façon différente, mais nous devons revoir toutes ces informations. Diapo suivante. J'ai pris part à l'université de Waterloo en 2014. Et comme j'ai dit, j'ai grandi à Hamilton. C'est là où mes parents vivent actuellement. Et j'ai passé beaucoup de temps quand je grandissais en voyant et je remarquais qu'il y avait beaucoup de personnes au sein de ma communauté qui n'avaient pas accès à beaucoup de choses pour vivre une vie saine. Et j'ai essayé de comprendre à travers ma vie comment on peut réduire l'insécurité et la pauvreté au sein de l'insécurité alimentaire au sein de la communauté admette. Quand je fais mon master, je voulais vraiment voir à l'insécurité alimentaire, mais je ne savais pas où commencer. Vous savez, il y a beaucoup. J'ai commencé à faire du volontariat dans la banque alimentaire. C'est là où j'ai passé du temps à Hamilton et c'était quelque chose qui m'était proche, qui m'était. Et j'ai commencé ainsi à faire du volontariat et pour comprendre. Pourquoi il était nécessaire, hein, pourquoi nécessaire. Alors, j'ai dit que j'allais voir des étudiants, après des étudiants qui rentraient dans ces banques alimentaires, montrer leur carte d'étudiant et acheter des aliments, des étals. Et ça a commencé à attirer mon attention. Et pourquoi voyons-nous des étudiants qui ont besoin d'avoir accès à des banques alimentaires? Quelle est la réflexion profonde que nous devons voir, que nous devons avoir dans notre environnement? Et donc, j'ai décidé de parler aux étudiants pour connaître leur insécurité dans l'université de Waterloo et de comprendre est-ce que cette expérience est différente par rapport à ce que nous voyons parmi d'autres personnes, des personnes qui vivent l'insécurité? Qu'est-ce que cette insécurité veut dire? Qu'est-ce qui doit se passer? Quel était le problème? J'ai parlé avec 14 étudiants nationaux et internationaux. Et ce qui était intéressant, c'est que cette idée, en fait, que les stéréotypes des étudiants qui mouraient de faim,
Vous savez, quand les gens disaient, vous savez, les étudiants faim ou quelqu'un qu'on pose qui a l'insécurité alimentaire, alors vous entendiez quelque chose, oh, dans mes jours, quand j'étais jeune, je me rappelle que je mettais des boîtes de pizza dans ma chambre. C'est cela, les stéréotypes. Ça veut dire que les étudiants mangeaient mal et que ça faisait partie d'une caractéristique d'être un étudiant à l'université. Et ça a toujours été la situation. Mais la réalité est que c'est un problème de santé publique et les étudiants vont là où la nourriture va. Les étudiants comptent sur des coûts à faible prix et des nutriments qui sont faibles parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger bien, de façon saine et pour bien travailler à l'université. C'est un problème. Il ne s'agit pas seulement d'un moment nostalgique pour les gens qui ressortent de l'université. C'est un vrai problème. Et cela est sorti de la manière avec laquelle les étudiants parlaient de leur expérience. Donc, les étudiants auxquels j'ai parlé exprimaient beaucoup d'anxiété, de frustration, qui ne pouvaient pas vraiment y arriver dans cet environnement sans faire des compromis ou aller vers les banques d'alimentaire. Ils avaient parlé de l'impact sur leur santé physique et mentale, et je vais en parler un peu plus tard. Mais alors, cet étudiant dans la famine, c'est stéréotype et c'est comme ça que nous voyons et on percevons les étudiants. Et cela présente un problème. Je vais attirer votre attention sur cette image. C'est une publicité qui a été prise de l'Université de Waterloo dans le pub. Ça veut dire le deal de la dette étudiante. C'est toujours bien sûr la pizza et la bière. À travers ma présentation, je vais inclure quelques citations parce que cela nous mène vers l'expérience des étudiants par rapport à ce problème. C'est une citation d'une recherche qui a été faite à l'université de Guelph, qui est le même travail que j'ai fait dans mon master. C'est un étudiant de l'université de Guelph qui avait dit, en fait, fermez-la, vous êtes juste un étudiant, ça ira. Et bien sûr, ce n'est pas acceptable. Je pense que cela crée une situation où les étudiants sont hésitants à partager leur expérience, où ils se sentent responsables de leur insécurité alimentaire d'une certaine manière. Diapo suivante. J'aimerais prendre quelques secondes pour poser la question de partager. Je ne sais pas qui avant nous, mais si vous êtes étudiant de collège, est-ce que vous connaissez des situations d'insécurité alimentaire dans votre campus? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé? Sentez-vous à l'aise ou bien utilisez la boîte de discussion pour dire oui, on en parle dans notre campus ou bien est-ce que c'est un sujet caché, tabou et beaucoup de personnes en parlent pas si vous n'êtes pas un étudiant. Saviez-vous que c'est un problème qui se passe à travers les campus universitaires? Diapo suivante. Alors, quels sont les étudiants qui vivent l'insécurité alimentaire? Je pense que la grande réponse est n'importe quel étudiant. Mais il existe des personnes qui vivent ce problème plus que d'autres. La recherche que nous avons eue au Canada démontre que tout étudiant qui a connu l'insécurité alimentaire dans leur famille, la famille qui ont un revenu faible, sont ceux qui pourraient souffrir d'insécurité alimentaire. Et c'est en liste que par rapport à ce qu'on voyons dans la population générale, qui pourrait vivre l'insécurité alimentaire. Et ça a du sens. Les étudiants qui viennent de familles à revenus faibles ont moins de ressources financières quand ils sont à l'école par rapport aux étudiants qui reviennent de familles qui ont un revenu élevé. Donc, il est important de noter également que les étudiants qui viennent des familles qui ont des revenus faibles, des familles qui vivent sur l'assistance sociale, ont plus de chances de vivre l'insécurité alimentaire comparée aux étudiants qui viennent de familles qui ont un emploi payé. Un autre groupe, ce sont les étudiants qui sont déjà parents. Ça veut dire parce qu'ils peuvent souffrir d'insécurité alimentaire. C'est ce que nous avons pu voir. Et ça a du sens. Vous savez, un foyer où vous avez plus de personnes à nourrir, alors c'est difficile de répondre aux besoins de la famille. Si vous êtes un étudiant, vous ne pouvez pas avoir un revenu pour votre famille, vos enfants, si vous en avez. Les étudiants internationaux.
Alors, je pense que c'est un groupe de personnes qui sont importants à mentionner. Il y a beaucoup d'informations sur les étudiants internationaux. Nous voyons beaucoup d'étudiants internationaux qui viennent au Canada pour étudier et la recherche que nous avons démontre qu'ils sont à risque. Une étude qui a été faite par l'Université de Newfoundland a trouvé que les étudiants internationaux vivent l'insécurité alimentaire plus que les autres. Et une étude qualitative qui a été faite par l'Université d'Alberta a trouvé que les étudiants internationaux qui parlent de l'appui limité et de connaissances limitées sur les ressources qui pourraient avoir accès. Et ce sont là des choses qui pourraient rajouter au défi au cours de l'université. Et je sais que Raymond va parler, qu'est-ce qu'il voit sur son campus et par rapport aux étudiants internationaux. Les étudiants noirs, autochtones, des autres communautés de couleur sont plus à même de vivre l'insécurité par rapport aux étudiants blancs. Il y a plus de recherches sur les disparités raciales et l'insécurité alimentaire aux États-Unis. Mais ce que nous voyons, en fait, et ce que nous avons au Canada, c'est que nous avons un risque pour les communautés, notamment les étudiants de l'Université de Manitoba, l'étude qui a été faite, que les étudiants de Manitoba qui sont des autochtones pouvaient souffrir plus d'insécurité alimentaire. Et enfin, ce n'est pas surprenant, mais les étudiants qui n'ont pas de maison, ça veut dire ceux qui louent. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont leur maison, mais si vous n'avez pas de maison que vous louez, alors c'est là où les étudiants ont plus de souffrir. Maintenant, je devais parler cela sur les diapos de mesure. La façon avec laquelle nous mesurons l'insécurité alimentaire ne démontre pas l'importance à déterminer l'importance à accès à de l'alimentation culturelle, à l'alimentation réelle et le rôle de la souveraineté alimentaire. Est-ce que cela en joue pour les étudiants autochtones? Et c'est un domaine de recherche qui est très important et il y a un travail très important qui est fait pour la sécurité alimentaire. Diapo suivante. Cette étudiante a parlé du travail, enfin, euh, les étudiants, enfin, ont parlé du travail. Cette étudiante a dit, mes parents ont tellement de choses qui se passent pour aider mon frère. J'essaie de ne pas leur ajouter un autre fardeau. Nous voyons de cette communauté qui a un désir important d'indépendance et de contrôle sur leur situation financière. Et si vous êtes un étudiant, alors j'en suis sûre que vous allez rappeler ce moment où vous êtes seul pour la première fois, essayez de voir comment vous vivez, quand vous étiez, est-ce que cela veut dire pour vous, être un étudiant dans le monde, vivre loin de votre famille. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire les étudiants ne demandent pas d'assistance à leur famille parce qu'ils vont sentir que c'est à eux de connaître leur situation quand là, il n'y a pas assez d'argent. Mais même de la honte, il y a un sentiment de la honte, comment éviter ce type de problème. Un autre aspect également, un étudiant de Waterloo qui avait dit, vous savez, je me sens un peu coupable parce que je dois trouver une solution et je devrais avoir trouvé cette solution. Euh, donc, il y a aussi, il y a responsabilité. Quelles sont les conditions dans lesquelles, euh, pour ce qui est la planification également, nous allons parler dans les diapos suivantes, c'est les manifestations de l'insécurité alimentaire parmi les étudiants. Et je pense que l'une des choses, pas seulement qui va se passer actuellement, mais qu'est-ce qui va se passer tout au long, euh, comme ce groupe le sait, nous avons beaucoup de certains de la littérature que nous avons suggère que les étudiants ne sont pas différents. Cela veut dire que les étudiants en insécurité alimentaire ont moins de nutriments sains, moins de fruits et légumes, beaucoup de sucre dans leur alimentation. Et cela est lié à ce qu'il y a de moins cher, à ce qu'ils consomment entre les deux classes et alors quand vous n'avez pas d'argent. L'une des étudiants a parlé également d'éviter les repas et de boire beaucoup d'eau le matin
Donc, bien sûr, il y a beaucoup un manque d'aliments et que ces étudiants ne peuvent pas se le permettre. Pour la santé mentale, donc, il y a des études qui ont été démontrées, une étude qui a été faite par l'Université d'Ontario qui a démontré que les étudiants dans l'insécurité alimentaire étaient trois fois plus de difficultés psychologiques comparées aux étudiants qui avaient une sécurité alimentaire. Comme je l'avais dit, pour les citations, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans l'université de Guelph et ils ont dit qu'ils se sentaient honteux, sentaient de la culpabilité, embarras et ils ne pouvaient pas en parler à leur famille et même à leur famille. Enfin, il existe des études qui démontrent, euh, mais nous voyons certaines des recherches que l'insécurité alimentaire, les étudiants souffrant d'insécurité alimentaire vivent un impact sur leur performance à l'école. Donc, une étude a démontré que l'insécurité est associée avec un GPA plus faible et que ces étudiants n'ont pas de très bons résultats, négligent le travail parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Souvent, ces étudiants dont j'ai parlé, dans tous les cas de figure, ont du mal et doivent faire un travail afin de répondre à leurs besoins et l'impact de ne pas dédier le temps à leurs études tout en étant à l'école. Une autre chose que je vais noter afin d'aller vers le point suivant, c'est les vecteurs. Le docteur Terris en a déjà parlé, même d'autres collègues. Nous savons que même une ou deux expériences d'insécurité alimentaire parmi les enfants ou les jeunes pourraient avoir des implications sur la santé mentale à l'âge adulte. Et ce groupe d'étudiants, pas tous les étudiants sont des jeunes adultes, mais la majorité d'entre eux entre 17 et 22. Et donc, quelque chose qui n'a pas été étudié, quelles sont les expériences d'insécurité alimentaire sur le groupe au cours de cette période? Quelles sont les implications que cela pourrait avoir sur leur bien-être à long terme? C'est un domaine de recherche que nous n'avons pas encore effectué, mais encore une fois, vu que le stéréotype de l'étudiant qui meurt de faim ne nous permet pas de nous concentrer sur certaines personnes et quels seraient les effets sur ces populations. Diapo suivante. Alors, comment on est arrivé là? Je pense qu'il est très facile de démontrer les causes sans avoir les bonnes preuves. Donc, je vais parler de théories. Ce sont des théories que j'ai sur pourquoi d'insécurité alimentaire sont au niveau où nous en sommes. Diapo suivante. Nous savons que les étudiants ne font pas beaucoup d'argent. Nous savons que les étudiants n'ont pas le budget, donc parce qu'ils font partie de foyers à revenus faibles. Mais on ne peut pas nécessairement cibler les dépenses ou bien les mauvaises budgétisations beaucoup d'étudiants qui souffrent d'insécurité, c'est que cela est un symptôme d'un changement des secteurs d'éducation, quelque chose que nous avons vu au cours des 20-30 années, et nous avons réduit les paiements de transfert pour l'éducation entre différents niveaux du gouvernement, du fédéral vers le provincial et du provincial vers les universités et les collèges. Donc, le montant d'argent et de flux pour les postes a baissé, ce qui affecte les campus et donc, ces campus travaillent avec les coûts opérationnels. Cela a mené vers ce que nous appelons des services accélérés sur le campus. Les services d'alimentation, le parking et les frais d'inscription. C'est ce qui nous permet d'avoir ces coûts d'opération. Nous voyons les coûts d'éducation, des coûts d'éducation supérieure pour les étudiants domestiques ou des frais d'inscription sont là. Je pense qu'il est très important de dire que ce n'est pas seulement propre au Canada atlantique, mais même en Ontario dans les années 70, les frais couverts n'étaient que de 12% pour les universités. À travers le temps, cela a représenté un fardeau sur les étudiants et leurs familles pour financer l'éducation. Il est important de noter que le coût de la vie a augmenté. Et cela est tout à fait vrai à travers tout le monde vit des pressions sur leur budget à cause de l'habitat, du logement et
Les étudiants sont ceux qui souffrent le plus et ils doivent compromettre leur repas à cause du coût de l'alimentation et la réflexion. Nous voyons une charge importante pour les étudiants des étudiants qui ont moins de 5, de 20 qui ont une dette de 25 000 dollars a augmenté de 23% à 38%, ce qui veut dire une augmentation une augmentation de 30 une augmentation par rapport à 2020 et sur les 20 dernières années. Donc, ce qui veut dire que les étudiants doivent prendre des dettes ou contracter des dettes pour leur éducation. Et les étudiants ont ces prêts ne permettent pas aux étudiants de répondre à leurs besoins et notamment pour avoir une nutrition saine. Il y a une étude qui a été faite en Alberta par le gouvernement provincial et ils se sont rendus compte que la fourniture de paniers alimentaires sains était importante. De la même manière, les groupes de personnes d'étudiants passent nécessairement à augmenter. Les étudiants ne sont pas vraiment un risque, mais nous voyons à travers les différentes populations. Cela pourrait jouer un rôle, mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que c'est ce qui crée l'insécurité alimentaire à ce niveau qu'on connaît. Et il y a une sensibilisation maintenant par rapport à l'insécurité par rapport à 20 ans de cela. La population en général connaît cela et connaît l'importance des déterminants l'importance des déterminants sociaux pour dicter les résultats des personnes. Diapo suivante. L'un des derniers points que je voulais mentionner, c'est que l'éducation, bien que ce que nous voyons dans les étudiants, bien que ce que nous voyons au sein de la population générale, l'utilisation des banques alimentaires et l'insécurité parmi les personnes qui ont une éducation secondaire, avoir toujours protégé, avoir de plus, je pense qu'il est important de noter avoir un diplôme va contribuer à la probabilité que quelqu'un aura un revenu à plus élevé et ainsi les personnes auront un meilleur emploi. Donc, il y a plusieurs grandes questions qu'on doit se poser. Qu'est-ce que les organisations peuvent faire? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que les campus devraient faire attention? Et ils y sont responsables d'une manière et ils doivent les aborder pour les étudiants qui frappent à leur porte. Qu'est-ce que cela implique pour le bien-être à long terme de ces étudiants? La dernière chose dont j'aimerais parler avant de donner la parole à Raymond, et c'est ce que je vois concernant le plaidoyer et la présentation de solutions pour les étudiants. Les étudiants ont beaucoup de pouvoir, peut-être qu'on ne le ressent pas, mais les étudiants de masse ont beaucoup de pouvoir et d'influence par rapport au campus. C'est ce que les collèges et les administrations peuvent faire. Donc, diapo suivante. Dernière photo que je vais passer, c'est un étudiant de l'Université de Toronto qui avait dit les personnes qui peuvent affecter la sécurité alimentaire sur les campus et les décideurs du campus ne sont pas encore faire partie de cette conversation. C'est une conversation d'il y a 10 ans. Et je vois, il y a peu d'administrations au sein du campus qui en parlent, mais il est très important qu'on puisse aborder ces problèmes. Diapo suivante. Je vais prendre un moment pour parler des banques alimentaires en général. Et si vous avez déjà entendu le deuxième intervenant, vous serez étonné d'entendre. Vous savez, les banques alimentaires ne sont pas problématiques. Je n'aimerais pas dire qu'il y a un problème avec les banques alimentaires, mais beaucoup de banques alimentaires pourront vous dire qu'ils n'ont pas assez pour répondre à l'insécurité alimentaire. Il ne s'agit pas de donner des boîtes de conserve chaque semaine et que le problème d'insécurité va être réduit. Nous savons que les personnes qui vont vers les banques alimentaires ne représentent qu'une petite portion des personnes souffrant d'insécurité. Cette diapo est vieille, mais elle reste toujours d'actualité. Et la même chose s'applique pour les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui vivent l'insécurité alimentaire, mais qui ne veulent pas aller vers les banques alimentaires pour être aidés. Un autre point à prendre en considération, c'est qu'il y a eu des titres en Ontario, j'arrive pas à trouver l'article, mais que beaucoup de banques alimentaires locales tournent le dos aux étudiants internationaux. Nous l'avons vu à Ontario, il y a eu des banques alimentaires qui ont été
tellement sous pression qu'ils ne pouvaient plus donner à manger aux étudiants internationaux. Et ça, c'est un grand problème. Il y a beaucoup, pourquoi? Parce que le système ne fonctionne plus, le système caritatif n'est plus. Euh, Ils disent dans ma région, est-ce que les étudiants peuvent avoir ces banques alimentaires? Vous savez, cette stigmatisation d'aller vers une banque alimentaire. Vous savez, vous êtes déjà dans une situation où vous n'avez nulle part où aller et vous vous tournez parce que vous n'êtes pas qualifié. C'est un moment qui est difficile. Et certainement, les banques alimentaires réfléchissent à ce problème, à ces articles et la pression, et n'arrivent pas vraiment à gérer la demande de la communauté. Diapo suivante. Je pense que je l'ai dit, cela mène vers les étudiants qui pensent qu'ils n'ont pas besoin, qui ne méritent pas cette assistance. Peut-être qu'il est mieux de réfléchir à cela de façon améliorée. Il est important de réfléchir au campus, les banques alimentaires des campus, qu'une partie importante du puzzle, ou bien une partie de la roue qui aide les personnes et les étudiants qui souffrent d'insécurité alimentaire. Et surtout les étudiants qui ont du mal à avoir accès aux aliments dont ils ont besoin. Je pense que cela est très important par les études, les initiatives d'étudiants populaires qui ont été informés par les étudiants qui vivent de l'insécurité alimentaire. Quand ils doivent rentrer dans la banque alimentaire, je vais vous parler de l'exemple de l'université de Guelph et les stigmatisations associées à l'accès à l'alimentation. Nous voyons beaucoup de plaidoyers d'étudiants. Nous avons un article qui reflète une marche faite par l'Université de la Colombie-Britannique en 2022 qui ont essayé de plaidoyer afin de dépenser plus d'argent pour la programmation et la sécurité alimentaire au sein du campus. Ce type de choses ont fait les titres à Vancouver et les étudiants ont utilisé leur voix pour changer de façon collective la façon avec laquelle pour prioriser et changer ce problème. Il est important qu'on puisse réfléchir à certains de ces vecteurs systémiques. Nous devons avoir des lois fortes, notamment sur l'enregistrement, l'hébergement et un manque d'hébergement pour les étudiants au sein d'un pays. Et, il y a d'autres également des coûts supplémentaires que les étudiants font face. Il est important que le racisme systémique existe au Canada et influe sur qui a accès à ces ressources et pas que ce soit à l'université ou pas. Et je pense qu'il est essentiel qu'on puisse sensibiliser la population pour arrêter ce stéréotype de l'étudiant enfin, qui a faim. Alors, ce webinaire est un excellent exemple pour sensibiliser à travers des tables rondes, comme ce que fait l'Université de Guelph. Et dans ma diapo suivante, et nous avons également quelque chose qui nous a été, un article a été publié sur les sécurités alimentaires parmi les étudiants. Ma dernière diapo, c'est juste quelles sont les actions qui se font à l'université de Guelph, en plus du travail qui se fait au niveau des banques alimentaires des étudiants. Le campus a mesuré la sécurité alimentaire parmi leurs étudiants utilisant des sondages. Ils connaissent la proportion des étudiants qui vivent la sécurité alimentaire et ils ont pris des actions à cause de cela. Donc, l'une des choses que je noterai et que je mentionnerai, c'est que il existe un marché alimentaire universitaire, c'est 3 fois par semaine, 3 fois sur 3 des différents lieux. C'est en partenariat entre différents campus. C'est une initiative financée sur 3 ans via familles familles philanthropiques d'anciens étudiants. Et ce que l'Université de Guelph fait, c'est qu'elle produisent et offre des donne des produits alimentaires. Un autre programme, c'est le programme de l'Université de Guelph qui a été lancé. C'est pour 120 étudiants. Donc, si l'étudiant a des enfants, alors ce sont des prescriptions alimentaires qui sont données à travers le campus. Et
Cette prescription sont données données par le bureau de bien-être et de santé des étudiants, l'aide financière. L'étudiant a trois options, soit une carte pour des achats, soit préparer des repas ou les marchés. À partir de janvier, ils peuvent également avoir une livraison d'aliments et ça sera fait sur 3 ans. Enfin, je vais noter qu'il existe 2 forums en matière de collaboration et de Guelph. Pour l'Université de Guelph, je pourrais partager avec vous le coordinateur du programme mensuel. Euh, Nous avons plusieurs coordinateurs, mais celui-là, c'est l'un d'eux, c'est pour aborder l'insécurité alimentaire à travers les différents programmes. Et donc, ce groupe est vraiment le forum pour essayer de connaître, de réfléchir afin que ces programmes continuent, soient financés et durent. Je vais partager les coordonnées pour la personne. Notamment, nous avons également un groupe de travail. Ce groupe de travail au sein de l'université qui a plusieurs personnels. C'est un exemple. Il y a d'autres campus. Nous allons entendre l'Université de Montaigne très bientôt et qui portera sur ce qu'ils font. Mais il y a beaucoup d'actions qui se font au niveau du campus. Et ce qu'on peut voir à l'Université de Guelph et dans d'autres campus est vraiment vise cet objectif. Ce que nous n'avons pas encore vu, c'est une bonne évaluation et comment ils affectent la sécurité alimentaire. Mais un effort important dans ce sens. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette opportunité. Il y a beaucoup de références que vous pouvez voir et il me tarde d'entendre Raymond et répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marine. C'était une excellente présentation. Je suis convaincue que les collègues, si vos diapos sont disponibles, ce qui veut dire que oui. Il y a beaucoup de choses, hein. Quand je suis partie à mon propre université, mes propres journées de l'université, et combien de changements se sont présentés depuis la pandémie, cette abordabilité et cet accès dont on fait face. Donc, merci encore une fois, Mérine. Avec ça, Sur je ce, passerai la parole à Raymond Blanchard encore. Raymond est l'agent de recherche et de projet à la FECUM, la Fédération étudiante du campus universitaire de UDM, Université de Moncton. Voilà. Oui, merci. C'est ça, mon nom c'est Raymond, je suis agent de projet et de recherche et de projet, en fait, même moi je me trompe ici. Puis mon rôle tu sais, m'a porté à lancer une variété de services ou à tu sais, encadrer différents services qu'on offre comme fédération à nos membres étudiants. Puis au nombre de ces services-là, il y a eu pendant un certain nombre d'années une banque alimentaire. C'est quelque chose qui est devenu un projet pour nous vers 2014-2015. On a commencé à en parler. En octobre 2015, on a ouvert. Je regardais mes rapports cette année, ce matin, les rapports annuels qu'on faisait pour le service, puis on a ouvert en octobre 2015. Déjà, à ce moment-là, on, on savait qu'il y avait un besoin. Ce besoin-là n'était pas toujours nécessairement apparent. C'est pas quelque chose que les gens tu sais, partageaient très ouvertement. Il y avait pas vraiment une conversation sur le campus à propos de qui ne mange pas à sa faim, puis pourquoi. Mais tu sais, de façon privée, il y avait des échos qui nous arrivaient, comme quoi, surtout, comme Mary le disait, avec les étudiants internationaux, c'était vraiment déjà un problème à cette époque-là. On parle de 2015 à ce point-ci. Puis, toujours été qu'on a, avec des conversations que j'ai eues avec différents collègues de l'université de la région qui ont aussi des banques alimentaires pour essayer de juste avoir un feel pour comment ça devrait fonctionner, qu'est-ce qui marche pas comme façon de faire et tout ça. On a fini par ouvrir ça avec un modèle qui était horrible. Je vais être honnête, on a vraiment réalisé notre erreur dès le départ, où est-ce que ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un modèle qui était essentiellement on préparait des sacs, puis c'était juste comme une pick one. Mais les gens interprétaient ça comme un giveaway essentiellement. Ça fait
on s'est recalibré assez rapidement pour graduellement aller vers quelque chose qui était un modèle self-service qu'on a eu pendant plusieurs années après ça. On avait impliqué beaucoup notre population étudiante, surtout en nutrition, en santé, pour nous aider à comme se donner une idée d'un inventaire qui ferait du sens au point de vue nutritif autant que possible. On savait qu'on ne pouvait pas avoir des produits frais. Ça ne faisait pas partie des plans au début parce qu'on n'avait pas la capacité de les conserver. On était conscient du fait que ce qu'on offrait était à la limite de la nutrition parfois, mais il y avait des gens qui arrivaient ici, puis c'était ça qu'ils allaient manger, puis ça aidait quand même. Donc, nos étudiantes en nutrition nous avaient beaucoup aidé à comme, mieux cibler ce qu'on offrait comme boîte de conserve, par exemple. Puis bon, pendant les 3-4 premières années de ce service-là, je regardais tantôt, il faudrait que je retourne dans mes données pour être certain, là, mais je vous dirais qu'on avait peut-être, j'ai noté ici, quoi, en bas de 25 personnes par mois. 25 personnes, si c'est pas 25 personnes, c'est 25 visites par mois. Donc, des fois, les mêmes personnes revenaient à quelques reprises. Puis ça fonctionnait comme ça. On a toujours fonctionné avec des dons au départ, on avait un partenariat avec notre banque alimentaire communautaire qui nous a donné comme un package de démarrage essentiellement. On était affilié avec eux. Mais c'est ça, c'était parce que il faudra parler de la question de l'accès aussi aux banques alimentaires. Mais on en a parlé un peu tantôt, mais pour nos étudiants internationaux, c'était plus difficile à ce moment-là, en raison des documents que tu avais besoin d'avoir pour accéder. Eux autres, ils n'y avaient pas toujours accès. Mais ce qu'ils voulaient faire, c'était s'assurer que les gens n'allaient pas prendre l'aide alimentaire ici et aussi à un autre endroit. Donc, il fallait qu'il y ait un suivi qui soit fait. Puis autre que ça, ben, on a eu ce gros don-là au départ, puis on n'a pas vraiment été chercher tant que ça de leur côté. Après, on a vraiment réussi à fonctionner parce qu'on n'avait pas tellement de gens qui demandaient l'aide alimentaire qu'on avait. Avec les dons qu'on avait de la communauté universitaire, on avait des boîtes de dons un peu partout sur le campus qu'on collectait continuellement par cette voie-là. On avait les employés qui faisaient comme une grosse campagne pour les dons une fois par année. C'était avec quand ils font les repas avant les vacances de Noël. On avait un paquet de bouffe qui arrivait là. Puis essentiellement, ce don-là nous tenait à aller pour les 10 à 12 mois qui suivaient sans problème. On n'avait vraiment pas une grosse demande. Puis est arrivé le printemps 2020. Et là, quand tout a fermé, quand c'était le confinement pendant la COVID, on a eu une masse de questions sur comme quand est-ce que la banque alimentaire allait rouvrir et puis comment est-ce qu'on faisait pour accéder. Il y a beaucoup de gens qui ont appris que ça existait seulement à ce moment-là. On faisait de la publicité ici et là, on mettait dans nos infolettes, dans nos newsletters, comme ce service-là est disponible. Ben, on va être franc, c'est pas tout le monde qui lit ces lettres-là attentivement. Puis, on ne faisait pas énormément de publicité autre que ça, parce que c'est toujours ça qui était la difficulté avec la banque alimentaire, c'est de trouver un bon équilibre entre comme l'accessibilité puis la publicité. Puisque un et l'autre vont avoir un effet négatif ou inverse. Comme plus c'est connu, moins ça va devenir accessible. Au moins, on sera capable d'aider, puis plus c'est accessible, ben, ça veut peut-être dire que c'est pas connu. Ça fait que, bon, voilà. Donc là, on a été appelé, on a eu des demandes de l'université aussi pour comme augmenter la capacité de notre banque alimentaire là, pour faire face à cette période de confinement-là. Puis on a fonctionné essentiellement sur des paramètres qui se voulaient temporaires, qui étaient exceptionnels pendant les 24 mois qui ont suivi essentiellement. On a eu de l'argent qui nous est venu de donateurs, ils sont anonymes officiellement, pour aider au début. On a eu énormément d'aide des employés de nos services alimentaires ici qui nous ont justement fourni de l'espace pour conserver des denrées plus nutritives, des fruits, des légumes et tout ça, du lait,
disponibilité des œufs qu'on n'avait jamais offert auparavant parce qu'on n'avait pas la capacité, nous, de les garder frais. Donc, on les aurait tous perdus. Vu le rythme qu'on avait dans l'utilisation du service. Et puis, ça fait que ça roulait. Ça roulait beaucoup, beaucoup. On a eu un saut, je disais qu'on avait moins de 25 personnes par mois en général avant, puis de avril 2020 jusqu'à la fermeture, on était dans le 150 à 200 visites par mois. Donc, ça faisait beaucoup de travail, ça faisait beaucoup d'argent à investir là-dedans aussi. On a eu accès, et franchement, c'est la raison pourquoi on a été capable de soutenir cette demande-là aussi longtemps qu'on l'a fait. On a eu accès à des subventions du gouvernement fédéral. Le provincial n'aidait pas vraiment de notre côté pendant la pandémie. Pour ceux qui savent c'est quoi et comment ça marche au Nouveau-Brunswick, vous saurez pourquoi. Mais on avait accès à pas mal de fonds pour aider nos personnes étudiantes pendant ce temps-là. Nous autres, ça faisait c'était de l'ouvrage, c'était beaucoup de travail pour le staff, pour le personnel. Ce qui c'était pas dans nos tâches à personne de s'occuper de faire de l'inventaire, d'aller chercher des commandes, de faire à ce moment-là, on était rendu qu'on avait un formulaire de commande pour les gens où est-ce on leur demandait de cocher telle et telle chose. Puis c'était ça qui faisait plus de sens pour nous à ce moment-là. Puis donc, c'était très, très, très lourd côté logistique. On a eu beaucoup de bénévoles étudiants qui nous ont aidés pour distribuer. Mais c'est clair qu'on n'était pas assez solide pour maintenir ce service-là à ce niveau-là de façon prolongée. Dans le rapport annuel que j'ai fait, rapport d'activité que j'ai fait pour l'année 2019-2020, à la fin, je l'avais déjà mentionné comme c'est assez clair qu'on ne peut pas soutenir ce rythme-ci de façon continue. Ça ne va pas se faire. Puis, il fallait se demander comment est-ce qu'on allait financer ça. On a eu des subventions, comme je l'ai mentionné, ça a aidé énormément. Les montants, je ne me souviens plus, c'était dans les centaines de mille dollars en tout et partout. Puis, si on veut garder ce service-là ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je parlais tantôt de l'équilibre à avoir entre quelque chose qui est accessible, puis facile et convivial autant que possible comme service, qui ne va pas stigmatiser la personne on ne veut pas que la personne se sente coupable ou dévalorisée parce qu'elle y accède. On veut rendre ça aussi facile que possible, aussi matter of fact qu'on le pouvait. Puis, la publicité, donc à quel point c'est connu, à quel point les gens savent que ça existe, à quel point les gens savent c'est où, quand et comment je vais recevoir cette aide-là. Mais un coup qu'on avait, c'est ça, c'est ce niveau de demande-là qui était 150 à 200 personnes par mois, bon, on ne pouvait pas remettre le génie dans sa lampe. C'était fini à ce point-là pour nous. Il fallait qu'on trouve une manière de maintenir ce rythme-là ou qu'on fermait les portes. C'était un des deux. Une des choses qu'on n'a jamais... C'était un choix de notre part de ne pas faire cela. Puis je ne sais pas s'il y a eu des banques alimentaires étudiantes sur des campus qui l'ont fait différemment que nous. Mais on n'avait pas comme la banque communautaire, nous autres, un formulaire d'évaluation du besoin de la personne, par exemple. Moi, c'était une des choses ça me chicotait beaucoup au départ, avant l'ouverture, puis dans les premières années, de comment tu fais pour savoir comment est-ce qu'on peut juger du besoin de la personne qui demande de l'aide alimentaire. Puis j'ai un collègue de St. Mary's, à un moment donné, qui était en charge de la banque alimentaire, puis qui a juste, tu peux pas juger du besoin de la personne. J'ai vu pendant la pandémie des gens qui arrivaient ici avec, il y avait des vêtements sur le dos qui valaient plus que probablement ma voiture. Mais, tu sais, c'était pas ma place de juger du besoin de la personne parce que c'était tout ce qu'elle avait. Tu sais, ces vêtements-là. Pendant la pandémie en particulier, mais c'était aussi vrai jusqu'à un certain point auparavant. Nos étudiants internationaux, il faut comprendre qu'ils n'ont pas accès aux prêts, ils n'ont pas accès aux bourses, ils n'ont pas grande aide financière qui est disponible pour les aider. Nous, à Moncton, la seule forme d'aide,
facile auquel nos étudiants internationaux avaient accès, puis ont encore accès aujourd'hui, c'était même pas une bourse, c'était un petit prêt de, je pense, un maximum de 500 ou 750 $ qu'il fallait qu'il soit remboursé parce que c'était un prêt. C'était juste pour essayer de passer par-dessus, à travers d'un moment difficile financièrement. Souvent parce que, c'est ça, soit, pas soit, mais souvent parce qu'il y avait de l'aide qui venait de leur famille, dans leur pays d'origine, mais que c'est là, pour une raison quelconque, était coincé ou n'arrivait pas, ou il y avait eu un problème quelque part. Along the way. Puis pendant la pandémie, ça, c'est quelque chose qui était rendu la norme plus que l'exception. Les transferts étaient bloqués plus souvent qu'autrement. Ça fait que encore là, c'était encore plus évident que jamais qu'on ne pouvait pas se baser sur les apparences. On pouvait pas. On ne devrait jamais se baser sur les apparences, soyons clairs là-dessus. C'était évident du début. Mais on peut jamais vraiment juger adéquatement du besoin des gens autre qu'en leur demandant une preuve de revenu, par exemple. Puis même là, ça reste approximatif. Nous, c'est un choix qu'on avait fait de jamais passer par cette étape-là. On voulait que ce soit un service qui est là pour les gens qui en ont besoin, quand ils en ont besoin, le plus rapidement et le plus aisément possible pour eux. Puis pour le reste, on se fiait sur la bonne volonté des gens. Puis je dois dire que j'ai jamais vraiment été inquiet qu'on a fait un mauvais choix, sauf que on n'avait plus les moyens à ce moment-là. Ça fait que pendant la pandémie, puis après, là, quand le confinement s'est terminé, on a vu une petite. On est des optimistes dans la vie. On pensait on va avoir un niveau de demande qui va retrouver un état normal. C'est devenu notre normal d'avoir ces 100, 150, 200 personnes-là tous les mois. Puis on voyait aussi qu'il y avait comme un changement dans le profil des usagers, dans la manière qu'ils utilisaient le service, les utilisateurs fréquents qui revenaient, tu sais, à toutes les distributions. On en voyait de plus en plus. On voyait des gens qui avaient, eux à nourrir, mais qui avaient aussi des personnes à charge qu'on n'aurait pas tellement soupçonné auparavant que c'était quelque chose qui était fréquent chez nos membres. Mais ça s'est dévoilé. Puis le besoin était tout simplement plus grand partout. On sait que puis Mary en a parlé, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que le besoin va être là ou va être plus grand ou va fluctuer. Puis, il y avait beaucoup de nos membres, des gens qui venaient ici, qui cochaient plusieurs des cases de ce qu'on a vu tantôt. Le revenu, la famille ne pouvait pas aider ou n'était pas en mesure d'aider. On ne pouvait pas aller manger chez son oncle ou sa tante, par exemple. Nos étudiants internationaux, ils n'ont pas vraiment cette échappatoire-là que nos étudiants canadiens ou nos étudiants locaux ont plus souvent. C'est pas toujours une aide financière non plus qui va aider. Ça va être une aide littéralement des aliments. Puis le coût du loyer ici dans la province a vraiment explosé pendant la pandémie, puis ça se continue encore aujourd'hui. C'est aujourd'hui l'enjeu que nos étudiants nous rapportent le plus souvent, puis nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Je veux dire, encore une fois, là aussi, le génie est comme sorti de la lampe, il n'y a pas grand-chose pour leur mettre dedans, malheureusement. Le travail pendant la pandémie est un problème parce que je ne dis pas que c'était la cause première de l'insécurité dans leur cas, mais les programmes de retour en milieu de travail pour les étudiants pour le temps partiel, c'était vraiment ciblé sur les étudiants canadiens. Ça veut dire que comme il n'y avait pas vraiment tant d'argent qui était donné aux employeurs pour embaucher des étudiants internationaux. Il y a vraiment un paquet de ces facteurs-là qu'on voyait chez nos personnes étudiantes, surtout nos étudiants internationaux. Je suis beaucoup moins organisé que celle qui m'a précédé. Je suis désolé un peu. Mais autre que la banque alimentaire, il y a certaines choses qu'on a faites au fil du temps aussi pour essayer d'appuyer une alimentation plus saine au minimum. On était conscient des limites de notre banque alimentaire. On était conscient des limites budgétaires de nos membres. Puis on voulait encourager une alimentation plus variée, plus saine.
Pendant quelques années, on a eu des partenariats avec la coopérative des fermiers c'était possible de commander des paniers de fruits, de légumes avec eux, par exemple, qui étaient livrés ici, les gens pouvaient venir les récupérer à la fédération étudiante. Ça avait bien marché, mais comme toutes les autres denrées, tous les autres produits alimentaires, le prix des fruits et des légumes, à un moment donné, faisait que les gens, ça semblait plus vraiment être un avantage pour eux, tu sais. On avait un organisme ici, Moncton Head Start, qui pouvait aider les gens aussi avec un programme où est-ce qu'il y avait des paniers subventionnés. Ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup la promotion auprès justement des jeunes familles, des gens qui avaient des enfants à leur charge puis qui avaient besoin d'aide alimentaire. C'était un bon appui pour eux. On a eu des marchés des fermiers souvent sur le campus ici. On a eu, à un moment donné, on a une étudiante qui nous a fait sur mesure d'un livre de cuisine à partir de ce qu'on avait dans notre banque alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une canne de pois chiches, par exemple? Vous savez, c'est qu'on avait on avait des aliments, mais même moi, je regardais ça des fois, puis j'étais comme, je suis pas sûr de ce que je pourrais faire avec. Ça fait que on voyait que les gens les laissaient sur les tablettes, mais c'était excessivement nutritif. C'était dommage que ça reste là. Ça fait qu'en éduquant un peu plus les gens à ce qu'ils peuvent faire comme recette assez simple, là, avec des choses qu'ils ont dans leur armoire, ça a aidé aussi. On a un jardin communautaire sur le campus. On a une forêt nourricière sur le campus. C'est en train de pousser, évidemment. C'est pas encore à terme, ça, là. Euh, mais vraiment, c'est un peu ça. On sait que l'insécurité, que la difficulté est là. On sait qu'il y a des gens dans nos membres qui, bon, c'est pour eux, c'est passager, c'est temporaire, il y a de l'aide à côté quelque part. Peut-être que c'est juste, il faut qu'on passe au travers quelques années plus difficiles, puis ça va être ça après. Moi-même, Mary disait tantôt, comme il y a des gens qui vont juste se lever et boire beaucoup d'eau. Je me souviens que j'ai fait ça quand j'étais étudiant. Mais je me suis jamais considéré comme pauvre ou en grande difficulté. J'aurais pas eu cette réflexion-là. Ça va passer, ça va se replacer. Peut-être que ma mère va venir dans une semaine ou deux et m'apporter un sac d'épicerie, on va être correct. Là, mais autour de moi, il y avait des gens qui n'avaient pas cette option-là. C'est clair, c'est encore clair aujourd'hui. Puis, peut-être une dernière affaire. Pour nos étudiants internationaux. On voit souvent, il y en a qui arrivent ici, puis c'est souvent jugé négativement, puis je trouve ça dommage, mais qui semblent pas être très autonomes. Puis en ayant des conversations avec ces gens-là, parce que c'est ce qu'on devrait faire au lieu de juste juger, on comprend qu'ils ont toujours vraiment eu des gens qui ont pris soin d'eux. Puis qui ont fait les choses comme on fait nous-mêmes pour nos propres enfants. Tu sais, puis ils arrivent ici, puis ils sont vraiment catapultés dans un milieu qui n'est pas familier, qui est entièrement étranger pour eux. Puis il faut qu'ils se débattent là-dedans tout seuls d'une manière quelconque. Ça fait qu'on remarquait que le besoin était plus grand là, mais qu'il y avait peut-être d'autres façons d'aider que seulement avec la nourriture. Puis c'est un petit peu ça que, ouais, c'est ça, j'ai comme pas mentionné ça, mais à la fin de 2022, nous autres, on a fermé la banque alimentaire. C'était fini parce que, mais on a fini, mais c'était pas fini parce qu'il y aurait plus rien ensuite. C'est qu'on avait réussi à lobbyer auprès de l'université pour qu'eux reprennent le flambeau parce que de notre point de vue, c'était un petit peu plus leur faute que la note que les étudiants n'avaient pas à manger. Donc, tu sais, on a réussi à les convaincre de mettre quelque chose en place pour qu'il y ait un programme d'aide qui demeure, malgré tout. Mais ce qui a été bien fait de leur côté, mais j'ai malheureusement pas de statistiques sur l'utilisation du service. Leur programme, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils vont plus chercher à aller évaluer justement plus spécifiquement le besoin de la personne. Puis, ce besoin-là ne va pas toujours être nécessairement financier ou pas pleinement financier non plus. Des fois, c'est une question d'autonomie. Des fois, c'est une question de comment budgéter. Des fois, c'est une question de où est-ce que je vais chercher la nourriture. Parce que les gens ne savent pas, puis ne savent pas vers qui se tourner pour ça souvent. Puis, c'est quelque chose qui semble encore fonctionner aujourd'hui comme programme. Il n'y a pas l'accès direct à la nourriture qu'il y avait un temps, comme ils n'ont pas une banque d'aliments
comme on avait à l'époque, où ce que les gens qui ont rien à manger peuvent aller prendre quelque chose. Mais ils vont avoir la dernière fois que j'ai entendu parler, c'était des cartes repas. Comme ils peuvent avoir une carte de, je sais pas, 50, 60, 70 $ pour nos cafétérias sur le campus. Ça va les aider pendant un certain temps. Mais le service est pas beaucoup publicisé parce que je pense qu'ils sont probablement rendus compte des mêmes problèmes que nous pour ce que ça veut dire au niveau de l'accessibilité et des ressources qu'on a à investir et à donner pour aider les gens. Puis il est vraiment pas connu du tout. Nous, en fait, quand les gens viennent nous voir, puis on a un plus grand besoin, on ne va pas les diriger là, on va leur dire d'aller vers Food Depot, vers la banque alimentaire communautaire. Ça va être plus difficile, plus long comme processus. Euh, mais ça va être vraiment plus propice pour répondre à leurs besoins. Donc, moi, j'ai sûrement plus à dire, mais je me fie beaucoup sur vos questions pour faire sortir l'information parce que je suis tout perdu dans mes affaires à ce point-ci. Mais bref, on a essayé, ça a marché, puis on a été obligé d'arrêter. Hmm. Raymond, merci infiniment de partager cette histoire. Puis le processus, c'est vraiment, ça aide beaucoup à comprendre. Tu sais, j'ai l'image dans la tête de toutes les autres choses qui sont sur le plat des administrateurs ou des coordonnateurs. Puis là, il y a ce besoin dans la population d'université. Puis qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est vraiment intéressant d'entendre la manière que vous avez tombé sur ça, puis tu sais, le trajet. Donc, je te remercie infiniment. Et puis, c'est parfait que tu crois peut-être d'autres choses vont sortir avec des questions. Great presentations from both. And now, just saying to Raymond, it's great that he feels maybe more will come Excellente out présentation des deux. Je suis ravie de as we voir go que to. cette présentation a été faite. Maintenant que nous allons vers les questions-réponses, parce que c'est ce moment. À partir de maintenant, nous avons 15 minutes pour une période de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions sur la boîte de discussion. Léola, vous avez une question. Allez-y, activez votre micro. Je travaille dans une école élémentaire et je suis vraiment investie dans l'insécurité alimentaire dans cette perspective et je voulais vraiment prendre part à cette session d'aujourd'hui. Mérine, vous avez parlé à plusieurs reprises que vous avez utilisé un sondage à 6 questions quand vous avez fait votre sondage. Je suis curieuse. Est-ce que l'une des questions, est-ce que c'est la première fois que vous vivez l'insécurité alimentaire? Est-ce que vous posez cette question ou pas? Non, 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 je ne pense pas que cette question fait partie de 19 questions. Euh, En fait, on essaie de voir, on ne voit pas vraiment, est-ce que c'est la première fois, mais au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous vécu cette insécurité, mais pas la première fois? OK. La raison pour laquelle je pose la question est parce que vous avez parlé d'éducation, que l'éducation, euh, ici, nous opérons également des programmes. Notre supposition, notre éducation alimentaire est vraiment inondée. On s'est rendu compte, quel que soit l'âge qui ont accès à ces packs communautaires, mais comment les gens ont préparé ces repas. L'un des grands exemples qui m'a vraiment permis de changer l'état d'esprit, c'est que nous avons inclus un pack de légumes où il y avait des carottes, des navets et du chou. Et il y avait une cliente qui avait 30 ans et elle a dit chou. Et puis elle regardait ce chou et elle disait, je ne pense pas avoir mangé du chou une fois dans ma vie. Et on s'est dit vraiment, et elle a dit oui, je ne pense pas qu'un jour j'ai cuisiné ou mangé du chou. Et je lui ai dit, vous savez quoi, il y a le coleslaw. Et elle a dit coleslaw. Et son visage a changé. Elle a dit, qu'est-ce que vous voulez dire coleslaw? Et elle regarde la recette et elle lit la recette et elle dit, ah, je peux faire du coleslaw. J'adore le coleslaw. En fait, elle n'a pas
développer la relation entre le coleslaw qu'elle commande ou qu'elle achète dans les conteneurs des, qui est préparé. Ce petit incident m'a démontré comment on regardait la composante de l'éducation que nous avions. Je ne pense pas que qu'on devrait faire cette supposition que ces compétences vont participer. J'adore cette histoire, absolument. Alors, je voulais partager cette histoire parce que cela a changé absolument comment on a ressenti, comment on livrait la connaissance qu'on mettait dans les sachets. On est revenu vers la case départ parce qu'on avait des recettes très compliquées, mais on réalisait pas que les gens n'avaient pas cette connaissance parce qu'ils ont vraiment acheté un chou dans leur vie. Vous savez, c'est une manière de changer votre programme. Je pense que c'est extraordinaire. J'aurais été plus claire. Peut-être qu'on est tout à fait d'accord. Ce que je voulais dire est que l'éducation alimentaire n'est pas comprise, mais notamment que les étudiants ne sont pas uniques par rapport aux communautés que nous voyons. Mais ce que nous voyons également parmi les étudiants, on devrait voir avec d'autres personnes, c'est comme le temps. Le temps joue un rôle très important pour la préparation des repas, comment cuisiner des repas rapides. C'est quelque chose qu'on peut tous d'y apprendre, mais certains, nous avons plus d'argent, d'autres moins d'argent, nous n'avons pas le temps, les étudiants n'ont pas d'argent, et surtout pour le temps. Mais j'adore le fait que la composante éducative a été impliquée par rapport à la programmation. On ne sait pas ce qu'on fait avec les choux, par exemple, l'exemple du chou. Je pense qu'il y a des manières pour renforcer les connaissances même parties des étudiants. En tout cas, c'est clair, on peut le faire. Merci beaucoup, Léola. Et je rajouterai également que juste pour dire qu'il s'agit, c'est à travers toutes les communautés, à travers les différentes communautés, et cette incapacité à comprendre. euh, donc, euh, donc, merci pour cette question, Léola. Avons-nous d'autres questions dans le groupe? N'hésitez pas à les mettre sur la boîte de discussion ou bien prenez la parole. Je réfléchis à tellement de choses. Et l'une des choses, c'est que nous avons préparé à vous toutes et à Raymond et à Mérine. Vous allez parler de ce stéréotype du l'étudiant qui a faim. Est-ce qu'il y a d'autres? Quelles sont les mauvaises? Quelles sont les choses à mettre en considération par rapport ou bien quand on parle d'étudiants affamés, alors qu'est-ce qu'on veut démystifier? Il y a quelque chose que j'ai déjà mentionné. Vous savez, pour certains étudiants, et vraiment, là, on a parlé, l'insécurité alimentaire, c'est attendre 2 semaines avant que votre mère vous ramène à manger, mais d'avoir un mois difficile parce que vous avez changé de propriétaire et vous payez une location plus chère. Donc, il y aura toujours des étudiants où c'est une expérience isolée et temporaire. Et il y a des étudiants pour lesquels ils sont venus de cette expérience, ils vivent cette expérience et ils espèrent que quand ils vont sortir de l'université, ça va leur permettre de sortir de cette expérience. Mais je pense qu'il y a une supposition que c'est quelque chose de temporaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour certains, c'est toujours le cas. Et qu'est-ce que cela veut dire par rapport à l'appui? Juste pour vous donner une petite, enfin les défis dont Raymond avait mentionné, d'être sur le campus, être responsable. On lui demande d'être responsable pour appuyer les étudiants dans ces situations. C'est une chose qui est très difficile.
savez, les universités n'ont pas été établies pour fournir ce type d'assistance aux étudiants. Alors, comment mettre en place ces assistances? Comment avoir des volontaires, avoir du personnel qui va être payé? Donc, il y a des défis logistiques, hein. Et donc, c'est plus facile d'assumer en pensant que les campus vont régler le problème et mettre en place un programme. Il y a plus de choses qui rentrent. Et Raymond a fait un très bon travail en expliquant la chose. Ce sont les deux choses que j'ai notées. Absolument. La logistique alimentaire, essayer de connaître la situation. Il y a beaucoup de travail. Parce que les gens arrivent pour des choses différentes. C'est ce que nous voyons comme réponse à l'insécurité alimentaire pour dire, ah, le besoin est là, qu'est-ce qu'on doit faire? Vraiment? Est-ce que vous avez des mythes sur l'insécurité alimentaire que vous avez vécu et que vous voulez discuter, que vous voulez démystifier? Alors, je peux répondre en anglais déjà. Je pense que l'un des mythes est que il ne s'agit pas seulement d'aliments. C'est le cas pour beaucoup de personnes. Les gens se disent alors où acheter, quand jeter, quand je dois cuisiner. Est-ce qu'il y a une date limite? C'est des questions assez bizarres. Mais euh, j'ai essayé également d'instiller chez les personnes avec qui je suis en contact. Entre-temps, euh, l- vous ne pouvez pas donner des repas qui ont expiré. Oui, je pense que, vous savez, il ne s'agit pas seulement d'aliments, c'est toutes les questions connexes. Les gens ne connaissent pas les aliments, ils ont besoin d'outils pour cuisiner, pour être plus autonomes, pour gérer ce qu'ils ont. Temps en temps, il y a un manque et ce manque doit être abordé. Mais la majorité du temps, vous pouvez peut-être, vous pouvez vous asseoir avec les gens qui ont quelques problèmes. Qu'est-ce que vous avez par rapport aux ressources? Comment utiliser les ressources que vous avez? Ça ne veut pas dire qu'on dit on veut pas vous avoir, mais ça veut dire autonomiser les gens pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins. Juste pour rebondir sur ce que Raymond vient de dire, et je réfléchis au problème du chou et ce que Léola a mentionné. Ma sœur, quand elle était étudiante, dans sa résidence d'étudiant, il y avait un plat chaud et il y avait un seul réfrigérateur. Il n'y avait pas de congélateur. Il y avait la moitié d'un évier. Et il y avait cette idée que les étudiants pouvaient congeler les repas, les étudiants, vous allez leur enseigner avec les recettes, mais il n'y avait pas les ressources sur place. Et, il y a des personnes qui vivent dans des foyers à revenus faibles et ils n'ont pas de magasinière, ils ne peuvent pas gérer avec un budget faible. Vous savez, cuisiner requiert plus d'énergie, plus de temps, plus de moyens. C'est difficile pour nous, mais également pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Oui, l'infrastructure doit être disponible pour répondre aux besoins à travers les différents étudiants. Maïna, vous avez votre main levée. La parole est à vous. J'ai une question par rapport aux logistiques, Raymond, du transfert de l'administration de la Banque alimentaire. Tu as mentionné que vous avez lobbyé avec succès l'administration pour qu'ils prennent. C'est quoi ce processus-là? Comment vous avez fait? Qui est-ce qui a fait partie de ce processus de lobbying-là? Est-ce que c'était surtout le FECUM ou comme un groupe étudiant plus C'était, large? c'était plutôt la FECUM qui avait pris charge de faire ça. Notre direction générale a été
la clé de ça, essentiellement. En allant. Il faut qu'il y ait aussi cette ouverture-là du côté de l'université. La question n'était pas, comme je disais tantôt, c'est pas qu'on ne veut pas aider, c'est comme comment est-ce qu'on peut aider, puis dans quelle mesure est-ce que c'est où est-ce que s'arrête la ligne du nécessaire. Donc. C'est plate à le dire comme ça, mais euh, c'est vraiment la fédération étudiante qui a poussé pour ça. Parce que, comme je le disais, nous, on était dans une situation où est-ce qu'on constatait que le besoin, je devrais même pas dire que le besoin avait augmenté. Il a toujours été là, je crois. Mais on le constatait dans sa pleine mesure tout d'un coup. Puis on réalisait que ce que nous, on était capable de faire, ça serait jamais suffisant. Puis c'était pas quelque chose qui pouvait être une garantie, tu sais, d'année en année. Donc, on cherchait une façon d'assurer cette sécurité, ce filet de sécurité-là, je devrais dire, pour nos membres à plus long terme. Euh, Puis ça s'est amené sous une forme qui était fondamentalement assez différente de ce que les gens étaient habitués de recevoir, puis de ce à quoi ils s'attendaient maintenant qu'on avait eu, tu sais, cette grosse, grosse poussée d'avoir des aliments frais, d'avoir des produits laitiers, parfois de la viande congelée. C'est des trucs qu'on n'avait jamais pensé d'offrir avant, puis les gens s'attendaient que ça allait être là maintenant, tu vois. Euh, ça fait que pour nous, c'était pas raisonnable de penser qu'on pouvait continuer à l'offrir. Pas sans que les gens, qu'on demande à nos membres de payer pour, puis on trouvait ça vraiment. Ça semblait pas être correct de leur demander à eux de payer ça parce qu'ils payaient déjà pour les études, tu sais. C'est pour ça qu'on était vraiment en train de travailler avec l'université pour leur faire voir, bon, à notre sens, c'est plus votre responsabilité, ça serait plus solide si c'est vous qui le faisiez. Comment, ben, ça a été laissé à eux. Mais c'était vraiment ça le processus de réflexion pour nous, là. OK. Puis comme Oui. en pratique, ça ressemblait à un échange de courriel ou est-ce que ça ressemblait à comme une campagne spécifique? Dans la pratique, il y a eu des courriels, oui, juste pour confirmer des affaires. Il y a eu des réunions pour discuter de comment est-ce qu'on fait la transition. Parce que pour un certain temps, on a eu les deux services qui ont opéré ensemble. C'est-à-dire que pour le premier 2 mois, je crois, pour ne pas faire une coupure nette entre les deux, nous, on avait encore des ressources qu'on pouvait, tu sais, on était capable de donner de la nourriture encore. Mais c'était pour aussi faciliter l'atterrissage après ça, que le monde ne soit pas juste surpris par le changement. On leur donnait de la nourriture, on disait, bon, ben là, à partir de telle date, ça va être différent. Si tu as besoin d'aide, il va falloir que tu ailles chercher l'autre service. OK. Mais l'administration était plutôt réceptive dès le début. Oui, OK. oui, 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 oui. La réception était là. C'est toujours une question de ressources. C'est une question de qu'est-ce qu'on peut investir là-dedans, essentiellement. Puis c'était pareil pour l'université. Il fallait que ça fasse du sens pour être durable, tu sais. Puis la Donc, solution qu'on peut trouver, c'est celle qu'on a maintenant. Oui. Je suis consciencieuse du temps. En premier lieu, j'aimerais merci. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une question. Mais avant tout, nous arrivons à la fin. Nous sommes tellement près de 1 heure. Alors j'aimerais dire merci à nos partenaires, ministère de la Santé, euh, la Fondation Medivic, à notre panéliste, à nos interprètes. Et j'aimerais que Audrey et Raymond puissent mettre sur la boîte de discussion un sondage. On aimerait avoir votre retour pour améliorer nos futurs événements. Et nous allons envoyer l'enregistrement, les diapos, et très bientôt. Nous avons un autre What the Food, ou bien c'est quoi les aliments avant la fin de l'année, sur lequel donc le 17 novembre et un autre le 27 novembre. Et vous pouvez toujours vous inscrire. Et avant de partir, alors dernière question. On sait qu'il y a beaucoup d'actions à différents niveaux. Nous voyons le besoin sur le campus et les gens répondent, que ce soit à travers les banques alimentaires, les programmes alimentaires, les banques alimentaires. Nous voyons d'autres exemples qui nous viennent d'ailleurs. Nous savons également que nous avons le droit à s'alimenter. Nous savons que l'alimentation n'est pas la réponse à cette insécurité alimentaire dont nous faisons face. Une chose, Raymond et Mérine, une chose qu'on aimerait
Donc, comment on peut régler ce problème? Je sais qu'il n'y a pas une seule chose, mais si vous pouvez être aussi concis que possible. Je vais vous donner la parole à vous deux pour qu'on puisse terminer. Mérine, vous êtes prête? J'adore cette question. Nous avons un intérêt sur l'habitat. Je sais que l'habitat est un problème, grand problème à travers ce pays. Et pour les étudiants, s'il y a quelque chose qui pourrait se passer, alors j'aimerais plus de financement de la corporation d'hypothèques qui finance l'habitat pour avoir un financement pour les étudiants. Travailler directement avec les universités pour construire un habitat pour les étudiants. Je pense que ça réduira le problème des étudiants. Donc, il y aura un plus grand espace pour répondre aux besoins des étudiants. Extraordinaire. Merci beaucoup. Raymond, la parole. Ben, je crois, moi aussi, franchement, puis je le disais tout à l'heure, la clé de l'énigme va être, c'est le logement, c'est le gros coût qu'on peut so much contrôler dans la vie des étudiants Oui. qui va, tu sais, puis la portion qui est là-dessus n'est pas optionnelle. S'alimenter, c'est un droit, puis être logé, c'est un Mhm. droit aussi. Euh, Mhm. et tout ce qu'on pourra, si on peut, ben, je ne vais pas dire stabiliser parce que c'est déjà trop cher, mais si on pouvait trouver une manière de réduire les coûts associés au logement pour les étudiants. Je crois qu'on mettrait pas mal le doigt sur le bobo. Oui, le coût de logement. Merci beaucoup d'avoir partagé. Merci à vous deux d'avoir été présents et à tous nos participants d'avoir été présents aujourd'hui.